Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans une nouvelle causerie, notre émission d'avant-match, et l'émission cette fois qui sera consacrée à la rencontre entre Angers et l'AS Monaco, une rencontre qui sera pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, donc Monaco qui va reprendre maintenant un rythme un petit peu plus tranquille, un petit peu plus plan-plan, et pour cette émission je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Damien. Alors on va d'abord revenir sur les notes de la rencontre face à Lyon, la belle victoire 3-2 de cette rencontre. On fera un petit topo sur le contexte du match, un petit retour aussi sur la rencontre de l'année précédente face à Angers. Et également sur l'adversaire, on accueillera un invité, Quentin Boss, qui a été interviewé par Adrien, donc vous aurez cette interview là en milieu d'émission, et ensuite on passera sur la SM, le communiqué médical, et une petite tentative de composition. Vous commencez à en avoir l'habitude. Boris, on attaque les notes face à Lyon, donc on rappelle cette belle victoire qui en plus peut symboliser un tournant de championnat. C'est Rémi Lopez qui a été plébiscité avec une très très grosse moyenne, quand même 7,92. Ouais, un peu plus généreuse je pense que celle que nous on lui avait donnée, mais le fait qu'il soit élu homme du match est absolument incontestable. Il a dominé surtout sur la seconde mi-temps et il nous délivre avec un très beau but. Juste derrière c'est Camille Glick avec 6,67, donc voilà, solide le rocher polonais. Impérial. Et pour conclure, c'est ensuite c'est Fabinho. Non, c'est Jovetic avec 6,55 qui a fait en plus une très très belle rencontre. Ouais, une jolie entrée décisive sur le dernier but, et c'est pas mal vu que Falcao étant blessé, on risque de le revoir pas mal ces temps-ci. Alors, on va un petit peu maintenant attaquer sur les rencontres, le contexte plutôt d'abord. Donc Monaco 3e avec 50 points. C'était l'info quand même principale de la journée précédente, c'est que Monaco avait renoué avec le podium. Ouais, on avait chuté ces derniers temps. On n'était jamais très très loin de Lyon et Marseille, mais mine de rien, on était derrière. Là, on a réussi du coup à la faveur de cette victoire contre Lyon à leur repasser devant. Mais voilà, c'est très serré. Il y a 3 points entre Lyon et Marseille. On a intercalé entre les deux. Donc voilà, Marseille va à Saint-Etienne ce week-end, qui a peut-être un petit regain de forme. Donc à voir s'il y a moyen on saura ça vendredi soir. S'il y a moyen de peut-être jouer cette deuxième place dès ce week-end. Et je le disais en plus sur le rythme de l'AS Monaco, c'est-à-dire un rythme très tranquille maintenant, c'est un match par semaine jusqu'à la fin de la saison, donc ça va être quand même très très peinard je pense. Il y a moyen d'engranger sans trop se fatiguer, tandis que les deux adversaires vont aussi accumuler les rencontres, que ce soit encore en Coupe de France ou avec l'Europe qui se profile bientôt. C'est vrai qu'il y a une carte à jouer. Pour la SM, donc le SCO d'Angers qui en face est seulement 16e avec 25 points. Bon, même si Jardy m'a dit quand même que cette équipe allait arriver au niveau où elle évoluait les 2 dernières années. Je pense pas que ça puisse les flatter énormément. Enfin, voilà. Mais c'est quand même une équipe, surtout même au stade Louis II, mais en tout cas à domicile, qui est très difficile à jouer. Boris, on s'en rappelle avec la rencontre de la saison dernière au mois d'avril, rencontre très 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 disputée, il avait fallu serrer les dents jusqu'au bout. Ouais, c'est peut-être un des 2-3 matchs les plus durs qu'on a eu finalement joué sur la phase retour l'an dernier, avec, on peut se rappeler de Bastia ou de Dijon aussi à domicile, qui avait été assez coriace, et c'était vraiment un des matchs les plus compliqués dont je peux me souvenir, avec une victoire qui avait fait beaucoup de bien, qui n'était pas non plus miraculeuse, mais qui était franchement arrachée. Et c'est souvent le cas en fait depuis que Angers est monté. Je trouve que c'est une équipe qu'on a rarement dominée et qu'on a beaucoup de mal à manœuvrer. C'est toujours des matchs assez serrés. Ouais, effectivement. C'était un but de Falcao à la 61e sur une passe de l'inévitable, j'ai envie de dire, Nabil Dirar. Ouais, ça fera plaisir à quelqu'un. Il se reconnaîtra. Mais c'était une rencontre en plus, on s'en souvient, où il y avait une très très grande joie sur le banc à la fin, au coup de sifflet final, parce que véritablement une rencontre assez importante
dans la marche vers le titre de champion. C'est là qu'on a senti en plus, encore plus, si besoin était de se rendre compte du groupe, de la mentalité de champion de ce groupe-là, mais on avait vraiment encore plus senti à ce moment-là cette mentalité-là. Après le coup de sifflet final où on a vu les joueurs se tomber les uns sur les autres, de joie, se congratuler, sauf un bien sûr, et je m'en rappelle, je l'avais signalé à l'époque, C'est vrai. hein, Non, qui mais était c'est bien de parti. célébrer les victoires quand elles correspondent à des luttes pour le titre. Bon, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là, sur la célébration de Lyon. Moi, ça me choquait pas dans le sens où il y avait, vu le contexte du match, à chaud, Alors, j'aurais non, mais certainement fait vous m'avez pareil. piqué dans le club Monégo, alors voilà, je réagis. J'ai mon droit de réponse. Voilà, tout à fait. Bon, voilà, de Monaco donc qui va jouer Angers, donc match pas évident évidemment face à une équipe qui est toujours très compliquée à jouer oui. Et pour nous en parler, donc ce sera Quentin Boss. Donc c'est Adrien qui l'a interviewé et qui on va vous diffuser cette interview qu'il a réalisée tout à l'heure. Il est temps pour nous de se pencher sur notre adversaire, à savoir le SCO d'Angers, et pour en parler, nous sommes avec Quentin Brosse. Salut Quentin. Salut. Alors tu officies du côté du Courrier de l'Ouest, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, pour le Courrier de l'Ouest, ça fait 2 ans. Alors on va parler un petit peu du coup d'Angers, et à savoir, j'ai vu que dernièrement ça allait mieux du côté d'Angers, ils sont parvenus à s'extirper, on va dire, de la zone de relégation. À quoi est dû ce mieux? Il y a plusieurs choses, mais il y a eu le mercato où ils ont un peu remis des choses en place. Ils ont fait revenir des anciens, comme Butel dans les buts, Onyangé qui était parti en Angleterre, qui passait par Reims aussi notamment, et Bastia, mais qui a joué au SCO il y a quelques années aussi, autour de 2008. Et voilà, donc ils ont fait appel à des cadres un peu des joueurs d'expérience. Et puis ils ont aussi remis des bases en place des bases de tactique, de concentration, etc. qu'ils avaient un peu perdu. C'est une équipe qui normalement se sauvait en prenant assez peu de buts et qui en prenait beaucoup en première partie, sur la fin de la première partie de saison. Donc voilà, ils ont remis ces choses-là en place et ça a plutôt pris. Après, on peut pas dire que c'est une équipe qui a retrouvé un fond de jeu formidable, mais qui, en tout cas, sur les bases, a retrouvé des choses, une certaine solidité, quoi. Alors tu vas peut-être dire que je suis mauvaise langue, mais là tu parlais de fond de jeu. Pour ce qui est d'Angers, j'ai toujours vu une équipe plutôt batailleuse, qui donnait tout sur vraiment au niveau des impacts. Après sur le fond de jeu, ça laisse un petit peu à désirer. Justement, j'aimerais que tu parles un peu du coach. C'est quoi véritablement la patte Steph Moulin? On sait que c'est une équipe qui a beaucoup joué sur les coups de pied arrêtés pendant une saison. Et ils retrouvent peut-être un petit peu moins cette réussite. Cette année, j'ai eu l'impression qu'ils ont essayé de développer un peu de jeu et que finalement, ils se sont retrouvés bloqués et que ça a pas été bénéfique sur le plan comptable. Après, ils n'ont pas changé énormément de leurs principes depuis 3 ans. Après, par contre, ils ont forcément dû évoluer par rapport aux armes qu'ils avaient et qui n'ont plus. Et une arme en particulier, c'est Sharon Doyle qui est parti cette saison et qui notamment sur les phases arrêtées, mais globalement sur le jeu aérien en général, était je pense le joueur le plus dominant du championnat. Donc forcément à partir de là, tu es obligé d'un peu d'évoluer dans ta façon de jouer. Après, je dirais pas qu'ils se sont dit qu'ils allaient jouer un peu plus au ballon. C'est juste qu'ils sont adaptés un peu plus à des profils différents. Dem, ils avaient Guédiou l'année dernière en pointe, qui est un gros gabarit. Ils avaient pris Crivelli là en début de saison, qui est un joueur costaud, mais qui est pas forcément un joueur de tête prioritairement. Ils s'en sont débarrassés donc ils ont un peu d'ailleurs. évolué. Ils s'en sont débarrassés parce que ça a pas pris. Voilà, et puis ils ont trouvé la solution avec Toukoulou et Kambi en pointe qui a des stats. Donc ils vont 11 buts rester là-dessus. en championnat. Ouais. Donc ouais, puis un joueur capable de faire des différences, donc individuel aussi. Donc après non, la patte Stéphane Moulin, non, je pense que en fait je pense que c'est un coach qui est pragmatique et qui s'adapte en fait aux effectifs qu'il a à disposition et au championnat dans lequel il évolue. Parce que longtemps le SCO en Ligue 2 avec Moulin aussi en coach, c'est une équipe qui évoluait beaucoup en 4-4-2, donc avec
un système qui offre pas mal de solutions offensives, du jeu sur les côtés, etc. Et arrivé en Ligue 1, avec le plus petit budget, ils se sont arrêtés sur un football plus simple, plus direct, et puis avec effectivement une grosse solidité défensive, des lignes bien resserrées, et puis quelques armes, notamment les coups de pied arrêtés, comme tu disais. Donc voilà, c'est l'idée de pragmatisme, d'aller à l'essentiel, parce que c'est une équipe qui a pas des armes individuellement au-dessus du lot, quoi. Cette année, c'est vrai que ça change un peu parce qu'ils avaient fait le choix de mettre de l'argent sur quelqu'un comme Crivelli. Ils avaient gardé Toko et Kambi, donc c'est des joueurs individuellement qui pouvaient faire des différences. Donc Crivelli, ça l'a pas fait, mais c'est pas le seul d'ailleurs dans le recrutement qui a pas été à la hauteur pour l'instant. Mais voilà, je pense que c'est ça, c'est qu'il essaie de s'adapter à ses effectifs. Après, bah, tu sais bien que ça fait pas tout aussi. Il faut que ça prenne, d'autant plus quand tu modifies de moitié ton équipe d'une année sur l'autre à chaque fois. C'est compliqué. À Monaco, vous êtes bien passé pour le Un peu savoir. comme Jardim. Ben justement, tu parlais de pragmatisme Ouais. et d'entraîneur qui est capable d'évoluer au fil des effectifs, qui n'arrête pas aussi de changer. Bah, ça me faisait aussi penser à Jardim, du coup. Ouais. Bon, sauf que bon, les trajectoires sont vraiment très éloignées. T'as parlé voilà du joueur majeur, à savoir Karl Toko et Kambi, voilà, 11 buts en championnat. Il y a le retour aussi de Bidi Ketkeo, après sa grave blessure contractée l'année précédente. Voilà, je te demandais un peu quels sont les points forts, les joueurs à surveiller maintenant. Bah évidemment, tu disais Toko Ekambi parce que c'est le meilleur buteur. C'est aussi au-delà de ça un joueur qui fait des différences, qui fait des décalages, qui sait faire beaucoup de choses, qui a progressé dans le jeu de haut but, notamment ce qui lui permet là d'être utile aussi en pointe de l'attaque, quoi. Alors qu'avant, ils avaient tendance à le placer plutôt sur un côté, même d'ailleurs quand il était à Sochaux avant, parce que c'est un joueur qui résistait pas trop au duel. Et là, c'est moins le cas. C'est voilà, et puis donc évidemment que lui c'est une arme importante, puis c'est un joueur en confiance, donc voilà. Et après il y a d'autres éléments qui viennent entrer en ligne de compte. Il y avait quelques revient de blessure, mais enfin il sera à 100% que peut-être en fin de saison, voire saison prochaine. Il a été quand même éloigné du terrain pendant un an avec des rechutes, etc. Lui il peut amener un peu d'une touche technique qui manque parfois, dans la dernière passe notamment. Et puis après un joueur qui est en vraie progression, c'est Flavien Tay, qui est un joueur qui est arrivé l'année dernière de Châteauroux, qui est en national à ce moment-là, et qui avait été élu, si j'ai pas de bêtises, parmi les meilleurs joueurs de national dans les équipes types de national pendant deux ans, je crois, qui est un bon joueur, qui est un joueur de percutant, qui joue beaucoup vers l'avant, qui est vraiment pas avare d'effort. Il lui manque un peu de stats. Il a pas eu beaucoup de réussite cette année. Il a dû frapper au moins 5 fois les montants, je pense. Mais c'est un joueur qui s'est installé dans le 11, que ce soit vraiment dans le milieu à 3 ou sur un côté, et voilà, qui est un joueur vraiment intéressant dans la création, quoi. Okay. Et un petit pari sur quel 11 va être, tu penses, aligné pour ce match, et le schéma de jeu Angers à domicile. Est-ce qu'ils vont jouer un peu comme ils avaient fait du coup à Lyon, où ils avaient réussi à décrocher le point du nul? Tu penses que ça va être un peu dans cette optique-là? Je pense à la différence que Lyon, ils étaient vraiment, c'était le premier match de reprise du championnat. Et ils restaient en championnat sur, à part là une victoire à domicile, mais contre Dijon juste avant la trêve, mais sinon c'était très compliqué. Ils avaient joué très très bas, et avec un système en 4-1, 4-1, mais avec une sentinelle, en fait, Santa Maria qui suivait ses tirs partout, donc c'était une individuelle. C'était vraiment très particulier. Mais là, de toute façon, il est repassé à son 4-1-4-1 qu'il avait depuis le début, qu'il avait un peu quitté là en fin d'année, quand ça marchait moins bien. Et qui, sur lequel il est revenu là depuis le début de l'année. Donc ça risque de jouer comme ça. Après, sur les joueurs alignés, en général, Mansour est blessé, donc ce serait probablement Bamba qui va le remplacer. Ça, voilà. Après, ils ont 3 latéraux, donc ce sera forcément ça. Et puis après, sur les 3 de devant, à part Toko et Kambi en pointe, le dernier match, c'était plutôt Capel et Tech sur les côtés. Mais Ketke au fond revient aussi, donc ça peut être lui. Il y a Fulgini aussi qui est là, qui est arrivé de Valenciennes l'été dernier, qui est
qui est aussi plutôt une satisfaction dans le recrutement, lui, pour le coup. Et donc ça laisse un peu, voilà, c'est toujours un peu, il a un peu de choix sur les côtés, donc on verra ce qu'il va choisir. Je dirais peut-être Ketkio avec Ten et sans certitude du tout, quoi. D'accord, donc pas de Thomas Mangani. Si, ils vont gagner au milieu, mais ça parce que c'est un indéboulonnable. Je l'évoque pas. Mais oui, le milieu classique, je pense avec Santana en défense, Mangani et puis Onyangé en voyeur à côté de Mangani. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, merci pour toutes ces infos et ton expertise sur le SCO. On te souhaite du coup un bon match samedi, hein. Ouais, vous aussi qui êtes un peu décimé, j'ai l'impression, du côté de Monaco. Ouais, c'est l'hécatombe, ouais. Il va réussir à composer son rang. Mais bon, ça va, il y a quand même un effectif qui tient la route à Monaco malgré tout. Ouais. On l'espère en tout cas, hein, qu'on décrochera les 3 points, bien sûr. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était un plaisir de t'avoir et pourquoi pas une prochaine fois lorsqu'il s'agira de parler du SCO. Sans souci, merci. Merci Quentin, ciao. Au revoir. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette équipe d'Angers, en tout cas ce que notre invité pouvait en dire, et on peut le remercier pour sa participation. Boris, toi, cette équipe d'Angers, bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà, une équipe compliquée à jouer, qui a quand même toujours beaucoup de potentiel physique, très athlétique. Ouais, même s'ils ont quand même perdu leur maître en la matière, qui était Sheikh Endoy, qui est parti et qui leur a fait sûrement beaucoup de mal comme départ. Maintenant, bon, bah, c'est quand même... c'est une équipe, on en a déjà parlé, mais Monaco réussit quand même pas mal cette saison sur les petits adversaires. C'est pas là tellement qu'on lâche des points. On a plus lâché que sur les équipes du top. On va dire genre top 7 en allant jusqu'à Nice. Maintenant, voilà, Angers, c'est une équipe assez costaud et c'est une équipe qui est en plus en lutte pour le maintien. Ils sont 16e, mais ils ont le même nombre de points que Lille, qui est 25, qui est 18e, et ils ont qu'un point de plus que Troyes, qui est 19e. Donc, voilà, c'est hyper serré pour eux en bas de tableau. Et bah, c'est ce qu'on a vu l'an dernier, en fait, c'est finalement ces matchs-là qui avaient été limite le plus difficile pour nous. C'était contre des équipes qui étaient pas très bien classées, qui jouaient le maintien. On va donc maintenant enchaîner avec quelques mots sur le communiqué médical, Boris. Donc Monaco qui se présente, alors là c'est un peu le point noir, qui se présente avec pas mal d'absences. C'est même, je crois, le plus grand nombre d'absences qu'on ait depuis le début de saison en cumulé. Bah, y avait Lyon qui était un cas un peu spécial parce que c'était après un match de Coupe d'Europe, et après ou avant d'ailleurs, je sais même plus. Mais on avait fait beaucoup tourner à Lyon où il y avait aussi quelques absences. Mais là, c'est vraiment des absences forcées. Déjà, il y a le carton rouge de Keita Baldé. Et après, alors, finalement, le communiqué médical est fourni, mais il y a pas mal de joueurs où c'est plus des doutes. Je pense à Georges, à Subasic, à Ghezal, dont on ne sait pas s'ils seront là, mais il y a quand même une chance. Et qui sont vraiment s'ils seront à 100%, oui. Ouais, voilà. Il y a là où on a la certitude, c'est ce qui est ressorti aussi de la conf de presse d'aujourd'hui, c'est que Falcao, Benaglio et Adama Traoré, eux, seront out. On sait surtout embêtant pour Falcao, même si, étant donné qu'on a un doute sur Subasic, ça aurait été bien d'avoir un Benaglio en réserve. Mais voilà, Falcao, Keita, ça va manquer devant, et un doute quand même sérieux sur le poste de gardien de but pour ce match. Ouais, Falcao, c'est environ... Alors, il y a un grand flou, on va dire, pour prendre large, entre 2 et 4 semaines, 5 semaines en connaissant le staff de l'ASM, staff médical. Donc, oui, il y a plusieurs sources qui nous indiquent 3 ou 4 semaines, 2-3 semaines. Donc, voilà, c'est un peu... C'est une lésion à la cuisse gauche, voilà. Donc, à voir aussi la récupération. Maintenant, c'est vrai que sur les échéances qui viennent, c'est... Même si c'est embêtant, c'est sûr, c'est quand même pas les plus gros matchs qu'on a à disputer, donc finalement, bon, je pense mais c'est quand même un match où Falcao, c'est le genre de match qui peut aussi nous débloquer. Et c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas tellement de... Dans son profil, en tout cas, on n'a pas du tout de doublure. Là, on risque d'avoir, enfin, on va revenir après, mais on va très certainement avoir un Stevan Jovetic sur un point. Il est en conférence de presse, donc il sera titulaire. Ça a pas mal marché de mi-temps contre Lyon, mais globalement, c'est pas
c'est pas tellement un système dans lequel, enfin une option dans laquelle on a trop confiance d'habitude. Donc bah, on va voir ce que ça peut donner. Ouais, et l'autre point d'interrogation, je sais pas si t'en as parlé, c'est Sidibé, qui est Oui, aussi bah alors en... on a été assez, Ouais. enfin c'était le cas dans le communiqué médical, mais on a été assez rassuré par la conf de presse d'aujourd'hui. C'était un problème gastrique. Hmm. Et apparemment il s'est bien entraîné, il y aura pas de problème. Ouais, quelques suppos et ça repart. Ouais, voilà. Voilà, et donc si on se projette un peu plus du coup sur la composition, il y a un point d'interrogation majeur quand même, c'est le poste de gardien de but. Ouais, Benaglio bah, est absent et Subasic, interrogation sur son Subasic, état de forme. est-ce qu'il s'est remis de sa fracture du mental contre Lyon, je ne sais pas. Il y a une contusion au mental. Contusion à l'amour propre. Ouais, je pense que s'il joue pas, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment mal en point parce que vu quand même le niveau de Sedoussi qui est quand même, voilà, c'est pas du tout un gardien de Ligue 1, c'est peut-être même pas un gardien pro. À mon avis, quitte à forcer Subasic devrait jouer. Mais est-ce que s'il joue, ça veut dire qu'il nous a pris pour des cons? Non, mais On serait en droit de le penser. Blessé, quoi, mais... Hmm. Enfin bon, voilà, ça se jouera entre ces deux garçons. Le coup de la blessure, ce serait pas la première fois qu'on nous l'a fait quand même. Ouais, non, tu l'as souvent fait celui-là. C'est une vieille technique. Ouais. Mais voilà, en tout cas, interrogation. Et c'est vrai que, alors il y a un gardien qui a totalement disparu des radars, qui n'est pas blessé, c'est Badiachile. Bah ouais, j'en avais déjà parlé, je trouve ça bizarre qu'il soit derrière Sedoussi. Ça avait pas l'air d'être le cas l'an dernier parce qu'il avait quand même joué en Coupe d'Europe. Il était dans les groupes de temps en temps. Là, il semble clairement être derrière. Il apparaît parfois dans les groupes, mais jamais ne serait-ce que sur le banc. C'est pas très rassurant pour ce garçon parce que je sais pas s'il joue. Enfin, il joue plus la Youth League en tout cas. Et je sais Non, pas c'est Misfud qui joue. Ouais, donc je sais pas s'il joue peut-être avec la CFA, je sais pas trop, mais. C'est possible, oui. En tout cas, bah, c'est vrai que sur un match comme ça, moi, quitte à avoir un des 3 ou 4e, j'aurais plutôt vu Badiachile, mais bon. On n'est pas en entraînement, peut-être qu'il est particulièrement exécrable. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est surprenant parce que bon, on est d'accord que Sedoussi, normalement, c'est le mec qui aurait jamais dû porter le maillot de l'ASM en match officiel et qui est juste là pour passer la nuit dans le vestiaire. Bachir, moi, à la base. Oui, je pense qu'il collerait à peu près assez bien au rôle, ça devrait bien lui correspondre justement, donc assez surprenant, ouais, il pourrait très bien connaître sa 3e apparition avec le maillot de l'ASM. Sur les autres postes en défense, on ne devrait pas avoir de grandes surprises, notamment si Sidibé revient. Il y a un doute sur le 2e latéral, on va dire, hein, parce que est-ce que c'est Radji, est-ce que c'est Georges, est-ce que c'est Touré? Il y a quand même encore un peu de suspense, je pense, pour la fin de saison. Radji a plutôt marqué les points ces derniers temps, les 2 derniers matchs, donc moi je partirais plutôt là-dessus. En plus, ça permet de garder Sidibé à droite, et c'est quand même, je trouve que c'est meilleur au final que Georges. Donc moi je partirais plutôt là-dessus, mais je sais pas encore. Est-ce que Jardim va vraiment suivre cette option-là? Et au milieu de terrain, si on devrait retrouver sans trop de grand doute l'indéboulonnable Fabinho, à ses côtés, on peut se poser la question. Moi, je pense, alors ça dépend effectivement s'il part sur un 4-4-2 ou 4-2-3-1, je verrais plus le 4-2-3-1, notamment au vu des options offensives. Ouais, mais ça l'obligerait du coup à rajouter un milieu qui en plus ne pourrait pas être du coup Lemar. Donc je vois forcément Moutinho Tillmans a priori, à moins que Endoram. Pourquoi pas Lemar? Pourquoi? Bah il est en soins complémentaires, donc est-ce qu'il sera à 100% par exemple? Il est pas à 100%, mais il est disponible, a dit Jardim. Voilà, peut-être il le fera rentrer en cours de jeu seulement. En partant du banc, ou... Parce que je sais qu'il y a la semaine dernière, il me semble, il avait dit, notamment un joueur comme Moutinho par exemple est fatigué, donc j'imagine que s'il a la possibilité, peut-être il le ferait tourner, il le mettrait sur le banc pour le faire se reposer. Mais si les options sont limitées, c'est possible qu'il soit aligné. Alors il y aura Tillmans peut-être, il y aura Endoram qui pourrait aussi retrouver le terrain pour une rencontre comme ça. C'est vrai que moi je pense que on aura droit du 4-2-3-1. J'espère que ce sera le Mar en 10, quitte à ce qu'il termine pas le match. Mais moi quand il y a des joueurs comme ça qui reviennent, je préfère l'option de les faire débuter, de les faire sortir, que de les laisser sur le banc. Et
et de les faire rentrer, sachant que le match a peut-être mal tourné, etc. Maintenant, voilà, moi c'est ce que j'aurais plutôt envie, mais peut-être que ça peut être Moutinho en 10, c'est une option que Jardim aime bien. Mais je t'avoue que le duo Moutinho-Jovetic, ça me pique à moitié, quoi. Tout de suite. Non, mais ouais, je pense que ouais, ça. Par contre, est-ce que je vois bien Bosquilla sur le côté gauche? Ça me semble tout indiqué là. Bah du coup, ouais, sachant que Lopez a priori devrait débuter. Hein. Là, il n'y a pas trop pas trop le choix et de toute façon, ça se justifie. Il reste un côté avec éventuellement Guézal, mais qui lui aussi revient de blessure et qui de toute façon est pas très bon quand il débute en tout cas. Éventuellement le retour de Diakhaby qui était sur une bonne lancée avant de se blesser. Et Bosquilla qui lui a pas beaucoup enchaîné de matchs, donc il n'est pas forcément dans une forme non plus optimale, mais qui a fait un bout de match pas trop mal contre Montpellier, donc c'est une option. Alors moi je le voulais pas pour Montpellier, mais là j'avoue que ça devient une option tout à fait crédible pour ce match. Ouais, bah en tout cas, et puis ça c'était pas trop mal placé pour lui, donc pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette rencontre à venir. Bon, évidemment, voilà, au vu des nombreuses absences, forcément, il y aura un peu de flou et sans doute peut-être quelques surprises. On peut juste dire que Mboula s'est blessé, je crois, lors de la Youth League, donc oui. Ce sera pas. Alors, bravo aux jeunes d'ailleurs qui se sont. Bravo aux jeunes qui se sont qualifiés face à Molde. Et il y a le petit Pellegrini aussi qui. Et ouais, je serais pas étonné qu'on le voit, je pense. Ça serait quand même très étonnant qu'on le voit titulaire, mais vu le. Titulaire peut-être pas, mais non, ouais, mais en cours de match. Selon comment ça tourne. Effectivement, j'allais y venir parce que justement, Jardim m'en a parlé en conférence de presse. Il a dit qu'il aimerait bien un petit peu retarder ses débuts, on va dire, dans le sens où c'est encore un très jeune joueur et qu'il a besoin de s'acclimater, mais qu'il n'était pas impossible, effectivement, qu'on puisse le voir, puisque, comme tu dis, c'est un peu la pénurie en attaque. Ouais, donc là, peut-être que Jardim jugera plus apte si là, selon comment le match tourne, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à Jovetic, donc que ce soit à la place de Jovetic ou en complément. Après, Silla a joué en Youth League aussi, donc voilà, est-ce que ce serait pas trop proche pour lui Ouais, mais Silla, ça serait peut-être, enfin, je parle pas de titularisation encore une fois, mais 30 minutes en fin de match, s'il y a un match nul ou quoi, faudra peut-être. Ouais. Trop de crack, trop de talent ici. Ouais, ça c'est sûr. Dommage qu'on appelle crack Donna. Ouais. qui carbure bien en ce moment. Ouais. Au Cercle Bruges. Notre ami Patrice nous l'a bien signalé. Ouais. Pour un petit mot pour terminer sur la rencontre, donc l'arbitre ce sera. L'arbitre ça fait 3 fois. Ce sera, excuse-moi, Thomas Léonard. Voilà. Thomas Léonard, un jeune arbitre, seulement 36 ans, qui a pas beaucoup de matchs de Ligue 1 cette saison, 10 seulement. Il a pas mal encore de matchs de Ligue 2. Donc voilà, il nous a arbitré une seule fois cette saison. C'était face à Caen, victoire 2-0. Voilà. Donc une rencontre qui s'est bien passée. Voilà. Voilà, donc moi je vous rappelle la rencontre à venir. Ce sera donc ce samedi soir. Angers-Monaco sur les antennes de beIN Sport, comme c'est le multiplex, ce sera beIN 1, et sinon pour la rencontre en intégralité, c'est beIN Sport Max 4, donc le début de la rencontre à 20h, comme vous le savez. Juste après, vous aurez un débrief, bien sûr, comme d'habitude. Merci Boris. Merci Damien, et puis bon match à tous. Bon match à tous, l'émission bien sûr à retrouver sur nos antennes YouTube, sur notre site, et n'oubliez pas de partager, relayer, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, salut à tous, bon match, et Dagimoulegu. Et bisous.